À Adougou, en janvier 2026, la rue se soulève sans attendre. Au même moment, à Simonstown, des coques chinoises et russes, rejointes par des frégates iraniennes, installent le décor de Will for Peace 2026. Ce n'est pas une parade, mais un message gravé dans les vagues où tonnage, couloirs atlantiques, protection des convois et promesse d'un sud global coordonné se mêlent comme si la souveraineté changeait d'échelle de la poussière du Sahel aux routes bleues. Que risque-t-on si Ibrahim Traoré a raison aujourd'hui ? L'ancien monopole vacille déjà sous nos yeux. Ce récit ne promet pas une épopée abstraite, mais une lecture utile du présent, là où la géopolitique touche l'économie, le travail et la sécurité quotidienne. En comprenant ce qui se joue autour des routes maritimes, le spectateur gagne une clé simple, celle de savoir où se déplace désormais le pouvoir, les échanges et les risques. L'enjeu dépasse les navires et les exercices militaires. Il concerne la capacité d'États longtemps dépendants à protéger leurs flux vitaux, à négocier autrement et à réduire l'exposition aux sanctions, aux saisies et aux tarifs imposés. Dans cette recomposition, chaque décision maritime produit des effets en chaîne sur les coûts de transport, le prix des matières premières, l'accès au financement et la stabilité politique. Ce que montre le cas porté par Ibrahim Traoré, ce n'est pas une rupture spectaculaire, mais un déplacement méthodique du centre de gravité. Regarder cette dynamique permet d'anticiper, sans prédire, comment un ordre présenté comme figé commence à se fissurer et pourquoi cette fissure concerne bien plus que les seuls États du Sahel. Bon, le signal chiffré est tombé avant même que les récits ne s'installent. Plus de 350 000 tonnes de bâtiments non occidentaux engagés lors des manœuvres Will for Peace 2026, soit près du double des exercices comparables en Atlantique Sud 5 ans plus tôt. À cela s'ajoute une autre donnée décisive. En un an, la proportion de navires non occidentaux traversant les couloirs atlantiques a progressé de 47%, transformant une exception stratégique en tendance mesurable. Ces chiffres ne décrivent pas une montée en puissance classique, mais un changement de densité. Là où l'Atlantique fonctionnait comme une frontière contrôlée, il devient un espace de coordination partagée. Les destroyers chinois, les corvettes russes, les frégates iraniennes et sud-africaines ne cherchent pas la confrontation directe. Ils testent autre chose, la continuité logistique, la protection des convois, la synchronisation hors cadre occidentaux. Pour Ibrahim Traoré, cette bascule maritime n'est pas dissociable de ce qui se joue au Sahel. Quelques heures avant la démonstration navale, une tentative de déstabilisation interne était déjouée au Burkina Faso, non par une riposte armée, mais par une mobilisation populaire immédiate. Le lien est là. Terre et mer deviennent deux faces d'un même rapport de force, l'une visible dans les rues, l'autre silencieuse sur les routes commerciales. Historiquement, la souveraineté africaine s'est pensée à partir du sol, des frontières terrestres, des mines et des champs. Or, la majorité des flux vitaux, énergie, céréales, minerais stratégiques, transitent par la mer. Tant que ces routes restaient sous tutelle indirecte, l'indépendance demeurait partielle. Le contexte de 2026 révèle cette contradiction. C'est pourquoi le discours porté par Ibrahim Traoré trouve un écho au-delà de son pays. Il ne s'agit pas de bâtir une flotte équivalente à celle de l'OTAN, mais de briser un monopole fonctionnel, celui qui permettait de sanctionner, de saisir ou de bloquer sans être contesté. À partir de ce moment, le débat n'est plus idéologique, il devient logistique, mesurable et donc politiquement explosif. Dans ce basculement encore abstrait pour beaucoup, certains visages servent de repère. À Adougou, lors des heures qui ont suivi l'échec de la tentative de déstabilisation, des scènes ordinaires ont pris une valeur politique inattendue. Des commerçants ont rouvert leurs étals plus tôt que prévu. Des chauffeurs ont repris la route, malgré les rumeurs. Des familles se sont rassemblées devant les écrans publics pour suivre presque en temps réel ce qui se jouait bien au-delà des frontières. Ces gestes ne relèvent pas de l'héroïsme. Ils signalent autre chose,
une confiance minimale dans la continuité. Quand la souveraineté cesse d'être un slogan et commence à produire de la prévisibilité, les comportements changent. Les marchés s'ajustent avant les discours, les décisions privées précèdent les annonces officielles. Dans les ports africains, observant les manœuvres de Simonstown, un phénomène comparable apparaît. Des responsables logistiques évoquent prudemment des routes alternatives. Des assureurs régionaux recalculent leurs primes, des autorités portuaires accélèrent des projets longtemps gelés. Rien de spectaculaire, mais une série de micro-ajustements cohérents. Donc c'est là que le rôle de figure incarnée prend sens. Ibrahim Traoré ne fonctionne pas comme un chef de coalition navale, mais comme un traducteur politique. Il relie une idée abstraite, la souveraineté, à des mécanismes concrets. Route, coût, délai, sécurité. Cette traduction rend le récit crédible, car elle s'observe dans des décisions quotidiennes. L'impact précoce n'est donc ni militaire ni diplomatique, il est cognitif. Les acteurs locaux commencent à penser la mer comme un espace accessible et non comme un plafond invisible. À ce stade, le véritable enjeu n'est pas encore la confrontation, mais la possibilité nouvelle de choisir. La souveraineté devient alors une pratique, pas une posture. La séquence s'enclenche sans déclaration solennelle, mais avec une précision presque mécanique. Elle commence par l'activation. Les manœuvres Will for Peace 2026 sont annoncées comme des exercices de coopération maritime limités dans le temps et l'espace. Officiellement, il s'agit de sécurité collective, de lutte contre la piraterie, de protection des routes commerciales. En réalité, le choix du lieu, Simonstown, et la composition des flottes donnent le ton. Chine, Russie, Iran, Afrique du Sud, rejoints par des partenaires du Sud global, opèrent hors de tout cadre occidental. Très vite, la montée en puissance devient visible. Les bâtiments arrivent par vagues successives. Les exercices ne se limitent pas à des démonstrations symboliques. Des simulations de défense aérienne sont conduites, des scénarios de protection de convois énergétiques sont testés, des procédures de communication interflottes sont rodées. Chaque manœuvre ajoute une couche de coordination. Ce qui se construit n'est pas une force de frappe, mais une continuité opérationnelle. Pendant ce temps, sur le continent, la chronologie s'accélère. Au Burkina Faso, la tentative de déstabilisation avortée agit comme un révélateur. L'absence de riposte armée classique, remplacée par une mobilisation populaire massive, surprend les observateurs. Le financement étranger évoqué, évalué à 125 000 $, devient un symbole involontaire, une somme dérisoire face à l'adhésion collective. Pour Ibrahim Traoré, cet épisode confirme une intuition ancienne, la légitimité interne est un multiplicateur de puissance externe. La phase de culmination se situe précisément dans cette simultanéité. D'un côté, des rues pleines, des slogans, un pouvoir consolidé sans discours excessif. De l'autre, des coques d'acier alignées, des chiffres de tonnage, en fait des routes maritimes testées. Les deux scènes ne se répondent pas par la force mais par le sens. Elles racontent la même chose, reprendre la maîtrise des conditions d'existence. Puis viennent les répliques. Les chancelleries occidentales parlent de coopération ambiguë, de risque de militarisation déguisée. Les marchés, eux, réagissent autrement. Les courbes du fret maritime commencent à bouger. Les coûts d'assurance sont réévalués. Les analystes notent une hausse de l'activité sud-sud, encore modeste mais continue. Chaque ajustement, pris isolément, semble anodin. Ensemble, ils dessinent un déplacement de centre. Dans ce contexte, la parole d'Ibrahim Traoré circule, souvent citée, rarement contredite frontalement. Lorsqu'il affirme qu'une souveraineté sans mer est une indépendance en apnée, il ne provoque pas, il décrit. Les événements lui donnent une forme de validation empirique. La dynamique n'est plus idéologique, elle devient séquentielle, activation, coordination, effet mesurable. À ce stade, le processus reste réversible. Rien n'est figé, mais une ligne est franchie. Pour la première fois depuis des décennies, la question n'est plus de savoir si un autre ordre est pensable, mais combien de temps l'ancien mettra à admettre qu'il n'est plus seul à dicter le rythme. Le point de départ est connu et longtemps resté incontesté. Pendant des décennies, la majorité des routes atlantiques étaient sécurisées, assurées et arbitrées par des acteurs occidentaux. Cette configuration permettait un contrôle indirect, sanctions ciblées,
saisie de cargaison, pression sur les assurances et renchérissement des coûts logistiques. Dans ce cadre, entre les pays du Sud dépendaient moins de leur capacité terrestre que de décisions prises loin des quais qu'ils utilisaient pourtant. En 2026, l'écart apparaît nettement à travers 3 indicateurs, peu nombreux mais parlants. Un premier indicateur se détache, le tonnage engagé lors des manœuvres Will for Peace 2026 dépasse 350 000 tonnes. Cela signifie que la masse navale coordonnée signale une capacité crédible de protection durable. Il ne s'agit pas d'une flotte permanente, mais d'une démonstration suffisante pour modifier les calculs de risque des acteurs économiques. Un deuxième indicateur suit en un an. La part des navires non occidentaux dans les couloirs atlantiques augmente de 47%. Cela signifie que la circulation devient structurelle, plus seulement événementielle ou symbolique. Cette progression traduit un usage répété. Donc une confiance accrue dans la sécurité et la continuité des routes alternatives. Un troisième indicateur complète l'ensemble. La part des transactions sud-sud réglées en devises locales progresse de 28% depuis le lancement des initiatives maritimes associées. Cela signifie que la logistique maritime soutient une autonomie financière partielle et mesurable. La mer ne change pas seulement les flux physiques, elle facilite des choix monétaires auparavant coûteux ou risqués. Pris séparément, ces chiffres peuvent sembler techniques. Ensemble, ils racontent une transformation fonctionnelle. Les routes maritimes cessent d'être un goulot d'étranglement politique pour devenir un levier d'optimisation économique. Les coûts de transport diminuent, les délais se stabilisent et la dépendance à des intermédiaires uniques s'atténue. Cette évolution n'élimine pas le risque, mais elle le redistribue. Pour Ibrahim Traoré, ces données comptent plus que les déclarations. Elles confirment une thèse simple. La souveraineté moderne se prouve par la capacité à maintenir des flux, pas par la possession de symboles. Lorsque des minerais, des céréales ou des équipements circulent sans interruption, malgré des tensions diplomatiques, le rapport de force change de nature. Ce déplacement est précisément ce que redoutent certains observateurs occidentaux. Non pas une perte immédiate de supériorité militaire, mais l'érosion d'un avantage systémique. Tant que les routes restaient verrouillables, la sanction suffisait. À partir du moment où plusieurs corridors fonctionnent en parallèle, la sanction devient moins prévisible, donc moins dissuasive. Il faut toutefois nuancer. Ces chiffres ne garantissent ni stabilité automatique, ni prospérité immédiate. Ils indiquent une capacité, pas un résultat final. Les infrastructures restent inégales, les flottes hétérogènes et la coordination encore dépendante de volontés politiques convergentes. Mais le seuil critique est franchi. L'alternative existe et fonctionne suffisamment pour être prise au sérieux. C'est ce que résume implicitement Ibrahim Traoré lorsqu'il insiste sur la continuité plutôt que sur l'affrontement. Les nombres ne promettent pas la victoire. Ils attestent que le jeu n'est plus à sens unique. Et dans un système mondial fondé sur la prévisibilité des flux, cette simple incertitude nouvelle constitue déjà un changement majeur. Les critiques occidentales les plus structurées suivent une ligne cohérente qu'il faut prendre au sérieux. Le premier argument est le suivant. La supériorité navale de l'OTAN reste écrasante en volume, en technologie et en capacité de projection. Les flottes engagées à Simonstown, rappellent ces analystes, ne représentent qu'une trentaine de bâtiments, quand les marines occidentales alignent plusieurs centaines d'unités actives, appuyées par des systèmes satellitaires, des bases avancées et une expérience opérationnelle inégalée. Le deuxième argument est le suivant. La dépendance technologique du Sud global demeurerait un talon d'Achille. Sans accès durable aux composants critiques, aux logiciels de navigation, aux systèmes de maintenance lourde et aux financements internationaux, toute architecture maritime alternative resterait fragile. Dans cette lecture, les manœuvres de 2026 seraient impressionnantes sur le plan symbolique, mais incapables de soutenir un effort prolongé en cas de tension majeure. Ces objections reposent sur des faits réels, mais elles passent à côté de la nature du changement en cours. La réponse ne consiste pas à nier l'asymétrie militaire, elle consiste à déplacer le cadre d'analyse. Ce qui se construit n'est pas une parité de puissance, mais une capacité suffisante.
Autrement dit, il ne s'agit pas de dominer l'océan, mais d'empêcher qu'il soit utilisé comme instrument de contrainte unilatérale. Sur le plan technologique, les données disponibles nuancent fortement l'argument de dépendance. La Chine fournit aujourd'hui environ 60% des composants électroniques utilisés dans certains systèmes de drones sahéliens, tandis que l'Inde participe déjà à la maintenance des réseaux de communication du BRIC Maritime Link. Ici, l'idée était claire. La dépendance ne disparaît pas, elle se reconfigure et se diversifie. Un système dépendant de plusieurs pôles est moins vulnérable qu'un système dépendant d'un seul. Sur le plan stratégique, l'OTAN raisonne historiquement en termes de supériorité totale. Le Sud global raisonne désormais en termes de résilience distribuée. Une route commerciale protégée de manière crédible, même sans domination absolue, suffit à réduire l'efficacité des sanctions et des pressions indirectes. C'est un changement de logique, pas de force brute. C'est précisément ce point que souligne implicitement Ibrahim Traoré lorsqu'il oppose la cohésion à l'arsenal. La volonté collective, traduite en procédure, en partenariat et en continuité logistique, produit un effet cumulatif. Elle n'annule pas la supériorité adverse, mais elle en limite l'usage politique. En ce sens, les critiques occidentales sont solides sur le passé, mais incomplètes sur l'avenir. Elles évaluent un monde stable, avec des outils conçus pour un monde figé. Or, ce que montrent les événements de 2026, c'est une transition où la puissance cesse d'être verticale pour devenir relationnelle. Cette phrase courte et presque banale résume pourtant le basculement central de 2026. Jusqu'ici, la souveraineté se jouait surtout sur la terre, à travers les frontières, les bases, les coups d'État et les sanctions politiques. Désormais, elle se déplace vers un espace moins visible, mais plus décisif, celui des flux. En contrôlant la continuité maritime, les États ne cherchent plus à vaincre un adversaire, mais à sécuriser leur respiration économique. Pour Ibrahim Traoré, ce déplacement change tout. La confrontation directe perd de son intérêt stratégique, car elle expose immédiatement à des représailles. La maîtrise des routes, elle, agit plus lentement, mais plus profondément. Elle influence les prix, les délais, les assurances, et donc la capacité réelle d'un pays à fonctionner malgré les pressions extérieures. La souveraineté cesse d'être spectaculaire pour devenir structurelle. Ce moment révèle aussi une inversion de perspective. Longtemps, la mer a été perçue comme un espace dominé par d'autres, trop vaste, trop coûteux, trop éloigné. En 2026, elle apparaît comme un levier accessible, à condition de coopérer. Aucun État du Sud ne peut y parvenir seul, mais plusieurs États coordonnés peuvent créer une zone de prévisibilité suffisante pour changer les calculs globaux. À partir de ce point, le récit ne porte plus seulement sur des manœuvres ou des discours, il porte sur des conséquences concrètes, mesurables, qui touchent les États, les entreprises, les populations et l'équilibre régional. Le cœur du sujet n'est plus la démonstration de force, mais l'effet produit. C'est ici que la dette de curiosité se resserre. Qui gagne réellement lorsque la mer cesse d'appartenir à un seul pôle ? Pour les États, le premier effet est diplomatique. Lorsque plusieurs corridors maritimes deviennent praticables en dehors des circuits traditionnels, la marge de manœuvre s'élargit. Les sanctions perdent en automaticité car leur efficacité dépend désormais de la capacité à bloquer réellement les flux. Pour le Burkina Faso, soutenu par des partenaires du BRICS élargi, cela se traduit par une consolidation de position, non pas une immunité, mais une négociation moins asymétrique. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un provocateur que comme un acteur capable d'exploiter des options nouvelles. Pour les entreprises, l'impact est immédiat et chiffrable. L'ouverture de corridors maritimes protégés entraîne une baisse moyenne des coûts de transport de 15% pour certaines filières extractives et agricoles. Autrement dit, la réduction des coûts logistiques améliore la rentabilité sans augmenter la production. Dans le même temps, la renégociation de concessions minières permet à certaines sociétés locales de passer de 10% à plus de 40% des revenus d'exploitation. Cette évolution n'est pas uniforme, mais elle marque une rupture dans des secteurs longtemps verrouillés. Pour les populations, les effets sont plus diffus, mais perceptibles. Quand une logistique plus fluide réduit les ruptures d'approvisionnement
et stabilise certains prix à l'importation. Cela ne supprime ni l'inflation, ni les tensions énergétiques, mais cela crée des périodes de répit. Dans les rues de Ouagadougou, le discours change. La souveraineté n'est plus seulement associée au sacrifice, mais à des améliorations concrètes, même modestes. Cette perception alimente la légitimité politique, autant qu'elle en dépend. À l'échelle régionale, enfin, l'effet d'entraînement devient visible. Des pays comme le Sénégal, le Togo ou la Namibie observent de près ces évolutions et adaptent leurs discours, parfois leurs projets. Des mouvements citoyens s'organisent autour de l'idée que la souveraineté économique peut s'étendre jusqu'à la mer. En parallèle, les chancelleries européennes s'inquiètent d'une fragmentation des règles, tandis que certains marchés ajustent déjà leurs routes et leurs assurances. Ces conséquences ne sont ni linéaires ni garanties. Elles comportent des risques, retrait de multinationales, pression fiscale accrue, menaces de blocus ciblés. Mais elles montrent une chose essentielle. Lorsque la mer cesse d'être un instrument de contrainte unilatérale, les équilibres se déplacent rapidement, parfois sans bruit. C'est dans cet espace mouvant qu'Ibrahim Traoré inscrit sa stratégie. Il ne promet pas des gains immédiats pour tous, il parie sur une transformation progressive des rapports de force où chaque pourcentage, chaque corridor, chaque renégociation compte. La question n'est plus de savoir si ces effets existent, mais jusqu'où ils peuvent nous s'étendre avant de provoquer une réaction systémique. Dans un scénario de base, la dynamique actuelle se prolonge sans rupture majeure. Les exercices maritimes du BRICS élargi deviennent plus réguliers, sans se transformer en alliance formelle. Les corridors sécurisés s'étendent par touches successives, reliant l'Atlantique Sud à l'océan Indien. Les tensions avec Washington et certaines capitales européennes persistent, mais restent contenues dans un registre diplomatique et économique. Le Burkina Faso consolide sa position idéologique et Ibrahim Traoré s'impose comme une figure régionale davantage écoutée que contestée. Dans un scénario optimiste, l'effet d'entraînement s'accélère. De nouveaux États rejoignent la coordination maritime, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est, apportant des capacités complémentaires. L'Union africaine adopte un cadre juridique reconnaissant une forme de souveraineté maritime partagée, une première historique. Les marchés du Sud gagnent en stabilité, les investissements régionaux augmentent et la coopération logistique réduit la volatilité des prix. Dans cette trajectoire, la stratégie portée par Ibrahim Traoré devient une référence exportable, y compris pour des entreprises et des institutions non étatiques. Le scénario pessimiste repose sur une réaction plus dure des anciennes puissances. Les sanctions financières se multiplient, les lignes d'approvisionnement sont perturbées et les manœuvres du BRICS sont qualifiées de militarisation déguisée. Une campagne d'influence vise à isoler certaines figures, dont Ibrahim Traoré, en les présentant comme des facteurs d'instabilité. La cohésion interne du bloc se fragilise et la tentation du repli national réapparaît. Les corridors fonctionnent, mais sous tension constante. Entre ces trois trajectoires, la réalité oscillera probablement. Aucun scénario n'est exclusif. Ils coexistent selon les régions, les secteurs et les décisions politiques prises au fil du temps. L'intérêt de cette grille n'est pas de prédire, mais de lire les signaux faibles, fréquence des exercices, diversification des partenariats, réaction des marchés, tonalité des discours officiels. La clé de compréhension proposée ici est simple. Plus la coordination reste pragmatique et mesurable, plus elle résiste aux pressions, plus elle se rigidifie idéologiquement, plus elle s'expose. C'est dans cet équilibre, fragile mais déterminant, que se jouera la suite. Pour le spectateur, ces dynamiques peuvent un peu sembler lointaines, réservées aux chancelleries et aux états-majors. Pourtant, leurs effets se diffusent bien au-delà des cercles décisionnels. Les variations de coûts logistiques influencent les prix à la consommation. Les tensions sur les routes maritimes affectent la disponibilité de certains produits. Même sans suivre la géopolitique de près, chacun en perçoit les répercussions dans son quotidien, parfois sans en identifier la source. Pour les travailleurs, notamment dans les secteurs du transport, de l'énergie ou des matières premières, la recomposition maritime modifie les perspectives d'emploi et de stabilité. De nouvelles routes créent des besoins logistiques, d'autres se contractent. Comprendre ces mouvements permet d'anticiper, de se former, ou simplement de ne pas subir passivement des décisions prises ailleurs. Pour les entrepreneurs, petits ou moyens, l'enjeu est similaire. Une baisse relative des coûts de transport
où une diversification des partenaires peut ouvrir des marges jusque-là inexistantes. A l'inverse, une rupture brutale liée à des sanctions ou à des tensions géopolitiques peut fragiliser des chaînes entières. S'informer devient alors une forme de gestion du risque. Pour les citoyens, enfin, la question est plus profonde. Elle touche au sentiment d'autonomie collective. Lorsque des pays du Sud parviennent à sécuriser leurs flux, cela alimente un imaginaire de possibilités, même pour ceux qui n'ont jamais vu l'océan. L'idée que les règles ne sont pas immuables, qu'elles peuvent être redéfinies par la coopération plutôt que par la domination, Haddoe modifie le rapport au futur. Ce lien entre logistique globale et vécu individuel reste fragile. Il dépend de la capacité des acteurs politiques à transformer des ouvertures structurelles en bénéfices tangibles. Mais il existe. Et le reconnaître, c'est déjà sortir d'une lecture abstraite du monde pour y reprendre place comme acteur informé, même à petite échelle. À ce stade, la question n'est plus de savoir si une alternative est possible, mais comment la rendre durable. Une feuille de route pragmatique se dessine, articulée autour de plusieurs étapes concrètes, souvent évoquées par Ibrahim Traoré sans emphase, mais avec insistance sur la méthode. D'abord, il s'agit de consolider les corridors maritimes sécurisés. Les manœuvres ponctuelles doivent évoluer vers un mécanisme permanent de veille, de secours et de coordination, placé sous un mandat multilatéral africain élargi. L'objectif n'est pas la militarisation, mais la continuité. Garantir que les routes fonctionnent, même en période de tension. Ensuite, il s'agit de former les compétences. La création d'une école maritime régionale, reliant les académies du Cap, de Luanda et de Dakar, permettrait de former des officiers, des ingénieurs et des logisticiens capables de défendre, mais aussi d'exploiter économiquement les routes maritimes. Sans capital humain, la souveraineté reste théorique. Puis, il s'agit de institutionnaliser les règles. La charte des ressources souveraines proposée par Ibrahim Traoré vise à garantir que toute ressource extraite, terrestre ou maritime, demeure majoritairement détenue par les citoyens concernés. Cette règle crée de la prévisibilité pour les États comme pour les entreprises locales. Après cela, il s'agit de connecter l'information. Un réseau de communication sud-sud dédié au partage de données logistiques, d'innovation et de signaux d'alerte réduit la dépendance aux filtres médiatiques dominants et améliore la coordination en temps réel. Enfin, il s'agit de mesurer et ajuster. Chaque action doit être évaluée par des indicateurs simples, continuité des flux, coûts de transport, délai, résilience face aux sanctions. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est crédible que si elle accepte d'être mesurée. Cette feuille de route n'élimine ni les risques ni les tensions, elle propose un cadre de progression, où le rêve se discipline et où l'ambition se traduit en procédure. C'est dans cette cohérence entre vision et exécution que se joue la suite. Le récit revient alors à des images simples, presque silencieuses. À Simonstown, au crépuscule, les coques immobiles reflètent une lumière douce, comme si l'acier lui-même retenait son souffle. Sur le quai, un jeune marin burkinabé observe l'horizon sans emphase. Il ne parle ni de géopolitique ni de stratégie. Il regarde la mer comme on regarde une promesse tenue. Ce motif répond à celui d'Adougou, au début de l'histoire. Là-bas, la souveraineté s'est manifestée par des corps rassemblés. Ici, elle se prolonge par des routes sécurisées. Deux scènes, un même fil. Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros lointain, mais comme un point de jonction entre ces espaces. Il ne commande pas la mer, il la relie à une expérience vécue, compréhensible, partageable. Dans cette continuité, la souveraineté cesse d'être un mot lourd. Elle devient une architecture patiente, faite de décisions modestes, de coopération imparfaite, de progrès parfois invisibles. Les chiffres, les doctrines et les scénarios s'effacent derrière un sentiment plus durable, celui de ne plus attendre l'autorisation d'exister. Une phrase circule alors, sans signature, reprise de bouche en bouche. La dignité devient système quand les routes tiennent. C'est peut-être là l'essentiel. Non pas la victoire d'un camp, mais la matérialisation d'une idée que beaucoup croyaient hors de portée. Ibrahim Traoré n'a jamais promis un monde idéal. Il a montré qu'un monde praticable pouvait émerger. Lorsque le récit s'achève, il ne laisse pas une conclusion fermée, mais une responsabilité diffuse. Car la recomposition maritime de 2026 ne concerne pas uniquement les États ou les dirigeants. Elle interroge la manière dont chacun comprend le monde, ses règles et ses marges de manœuvre.
Observer ces dynamiques, c'est déjà refuser de les subir aveuglément. Pour certains, cela signifie suivre autrement l'actualité internationale en prêtant attention au flux plutôt qu'aux slogans. Pour d'autres, cela implique de questionner les récits dominants, de comparer les chiffres, de repérer les intérêts en jeu derrière les discours. La souveraineté, telle qu'elle est pensée ici, commence aussi par un regard plus exigeant sur l'information. Ibrahim Traoré n'invite pas à l'adhésion, mais à la lucidité. Comprendre comment les routes se déplacent, comment les dépendances se redéfinissent, c'est se donner la capacité de choisir ses positions, même modestes. Aucun individu ne contrôle les océans, mais chacun peut décider de la manière dont il interprète ce qui s'y joue. La question reste donc ouverte, et elle dépasse ce récit. Quelle part du monde voulons-nous contribuer à rendre praticable, plutôt que simplement commenter ?